En 2009, le monde du cinéma s'apprête à vivre un séisme. James Cameron, l'homme qui avait déjà écoulé le Titanic et redéfini la science-fiction avec Terminator, revient après 12 ans d'absence. Son projet ? Avatar. À l'époque, beaucoup crient à la folie. Un budget colossal, une technologie qui n'existe pas encore et des personnages bleus en images de synthèse. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, le film ne se contente pas de battre des records. Il redéfinit l'expérience cinématographique elle-même. Mais réduire Avatar à une simple prouesse technique serait une erreur de débutant. Derrière l'éclat de la bioluminescence se cache une structure narrative puisée dans les racines mêmes de l'héroïsme et une réflexion profonde sur notre rapport au vivant. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'univers de James Cameron, de sa genèse longue de 15 ans aux innovations révolutionnaires de la capture de performance. Voici l'analyse complète de la saga qui a fait de Pandora notre nouvelle frontière cinématographique. L'histoire d'Avatar ne débute pas dans les années 2000, mais plonge ses racines en 1994, lorsque James Cameron rédige un traitement de 80 pages intitulé Project 880. Déjà, l'essence du film est là, un monde luxuriant, une humanité prédatrice et des corps biologiques pilotés à distance. Cependant, le réalisateur se heurte immédiatement à un mur technique infranchissable. Les outils de l'époque, bien que révolutionnés par Jurassic Park, sont incapables de retranscrire l'émotion humaine sur un visage numérique avec la subtilité nécessaire. Cameron prend alors une décision rare à Hollywood. Il met son projet de cœur au placard et attend que le monde de l'informatique rattrape son imagination. Il faudra attendre l'émergence de personnages numériques habités, comme le Gollum d'Andy Serkis dans Le Seigneur des Anneaux ou le King Kong de Peter Jackson, pour que Cameron estime le moment venu de relancer la machine. Pour lui, la création de Pandora ne devait souffrir d'aucun compromis. Ce souci du détail l'a conduit à engager le linguiste Paul Frommer afin de concevoir le Na'vi comme une véritable langue vivante, dotée d'une structure grammaticale complexe, interdisant tout recours à des onomatopées arbitraires. Parallèlement, il a collaboré avec des botanistes et des astrophysiciens pour s'assurer que l'écosystème de Pandora, de sa faune bioluminescente à sa gravité réduite, réponde à une logique biologique et physique rigoureuse. Cette approche, que l'on qualifie de world building total, a permis d'ancrer l'imaginaire dans une forme de réalisme documentaire qui demeure encore aujourd'hui inégalée. Pour James Cameron, le plus grand défi n'était pas de créer des paysages grandioses, mais de franchir ce que les roboticiens appellent la vallée de l'étrange. Ce sentiment de malaise que l'on éprouve face à un visage humain numérique presque parfait, mais dépourvu d'étincelles de vie. Pour briser cette barrière, il a fallu réinventer totalement la capture de mouvement pour en faire de la performance capture. Contrairement aux méthodes précédentes qui ne saisissaient que les grands mouvements du corps, Cameron a fait équiper chaque acteur d'un head rig, une mini-caméra fixée à quelques centimètres de leur visage. Ce dispositif a permis d'enregistrer chaque tressaillement de muscles, chaque micro-expression des lèvres et surtout le mouvement précis des pupilles et des paupières. C'est cette précision chirurgicale qui permet à l'émotion de Zoé Saldana de transpercer l'image de synthèse. Lorsqu'on voit Neytiri pleurer ou entrer en rage, ce ne sont pas des animateurs qui ont dessiné l'émotion. Ce sont les véritables données biométriques de l'actrice qui ont été transférées sur son double bleu. Cette prouesse a été rendue possible par une collaboration étroite avec le studio néo-zélandais Weta Digital, qui a dû développer des algorithmes capables de simuler la manière dont la lumière traverse la peau et comment les muscles glissent sous les tissus. Mais la véritable baguette magique de Cameron sur le plateau fut l'invention de la caméra virtuelle. Imaginez un immense hangar vide, appelé The Volume, où les acteurs évoluent dans le vide. Grâce à un moteur de rendu en temps réel, Cameron pouvait regarder à travers un moniteur portable et voir instantanément les acteurs transformés en Na'vi dans les décors de Pandora. Il pouvait ainsi cadrer, zoomer et se déplacer physiquement dans un monde qui n'existait que dans les serveurs informatiques.
Cette technologie a redonné au réalisateur sa liberté d'action. Il n'était plus un technicien devant un ordinateur, mais un cinéaste de terrain capable de diriger ses plans avec l'instinct d'un documentariste au milieu d'une jungle virtuelle. On a souvent reproché à Avatar la simplicité de son scénario, le comparant parfois à Danse avec les loups ou Pocahontas. Pourtant, s'arrêter à cette comparaison, c'est ignorer la maîtrise absolue de James Cameron sur la structure du mythe. Le film n'est pas qu'une simple fable écologique, c'est une exploration de la dualité humaine. Jack Sully est un homme brisé, un paraplégique en exil dont le corps physique est devenu une prison. L'avatar devient alors l'instrument d'une renaissance, offrant une liberté de mouvement qui confine au divin. Cette thématique de la transcendance par la technologie est au cœur du cinéma de Cameron depuis ses débuts. Ici, il l'utilise pour questionner notre propre déconnexion avec le monde naturel. En rejoignant les Omaticaya, Jack ne se contente pas de changer de camp, il apprend une nouvelle manière de percevoir le vivant. Le concept de Tsaïk et la connexion neuronale avec les créatures de Pandora via la Tsaïlou ne sont pas que des gadgets visuels. Ils sont la métaphore d'une interconnectivité biologique totale. Cameron nous dit que nous ne sommes pas des observateurs de la nature, mais des fragments d'un réseau complexe. C'est cette dimension spirituelle, presque chamanique, qui a permis au film de résonner aussi fort auprès de cultures autochtones à travers le monde qui y ont vu une reconnaissance de leur propre combat contre l'extractivisme industriel. Shut up and fly straight! That's it. Bank left. 13 ans ont séparé le premier volet de sa suite, un intervalle qui, pour n'importe quel autre réalisateur, aurait été synonyme d'oubli. Mais Cameron n'est pas n'importe quel cinéaste, c'est un explorateur des abysses. Pour La Voix de l'eau, il a refusé d'utiliser la technique classique du « dry for wet », qui consiste à filmer les acteurs suspendus à des câbles dans les airs en simulant l'eau par des effets numériques. Pour lui, la vérité du mouvement ne pouvait être obtenue qu'au cœur de l'élément liquide. Le défi était titanesque. La technologie de capture de mouvement repose sur l'infrarouge, une lumière que l'eau absorbe presque instantanément, sans compter que les bulles d'air et les remous créent des interférences rendant les données illisibles. Pour résoudre cette équation, les équipes de Weta et de Lightstorm ont dû concevoir un immense bassin de plus d'1 million de litres recouvert de millions de petites boules blanches flottantes pour filtrer la lumière extérieure tout en permettant aux acteurs de remonter à la surface. Mais la véritable prouesse est venue des acteurs eux-mêmes. Pour éviter que les bulles d'air des bouteilles de plongée ne perturbent les capteurs faciaux, toute la distribution a dû apprendre l'apnée statique de haut niveau. Kate Winslet a d'ailleurs marqué l'histoire du tournage en restant sous l'eau plus de 7 minutes, battant le record de Tom Cruise. Cette contrainte physique n'était pas un simple caprice, elle a permis de capturer la résistance réelle de l'eau sur la peau et les muscles, offrant une grâce et une lourdeur organique qu'aucune simulation informatique n'aurait pu. La Voix de l'eau opère un virage thématique majeur. Si le premier film était le récit d'un éveil individuel, cette suite se transforme en une fresque familiale intime. James Cameron, lui-même père de famille, infuse le scénario de ses propres angoisses et responsabilités. Le mantra « Les Sully restent unis » devient le pivot émotionnel du film. Le conflit ne porte plus seulement sur la survie d'une culture, mais sur la protection de sa propre progéniture face à un monde de plus en plus violent. Ce décentrage de Jack Sully au profit de ses enfants, notamment la mystérieuse Kiri ou le rebelle Loak, permet d'explorer de nouvelles facettes de Pandora. L'introduction du clan Metcaïna et des Tulkun, ces créatures marines d'une intelligence supérieure à celle de l'homme, élargit encore la portée philosophique de l'œuvre. Cameron y dénonce avec une virulence renouvelée la chasse à la baleine et le pillage des océans, tout en approfondissant le concept de la voie de l'eau. Ce n'est plus seulement une technique de survie, c'est une méditation sur le cycle de la vie et de la mort. En ancrant son spectacle dans des enjeux familiaux universels, Cameron s'assure que, malgré la démesure des effets spéciaux, le spectateur reste lié à une vérité émotionnelle brute. Celle d'un père qui réalise que sa plus grande victoire n'est plus de gagner une guerre, mais de garder sa famille entière.
Avec la sortie de Fire and Ash, James Cameron vient de briser le dernier tabou de sa propre saga, l'idée que les Na'vi seraient une espèce intrinsèquement pacifique et noble. En introduisant le peuple Manquan, ou peuple des cendres, le réalisateur nous confronte à une tribu endurcie par un environnement volcanique hostile, dont la survie repose sur la domination plutôt que sur l'harmonie. Mené par la redoutable Varang, interprétée par Oona Chaplin, ce clan ne voit plus Eywa comme une mère bienveillante, mais comme une force indifférente ou cruelle. Cette évolution transforme radicalement la dynamique de la saga. Pour la première fois, la menace n'est pas uniquement technologique et humaine, elle est aussi culturelle et interne à Pandora. L'alliance inattendue entre Varang et le colonel Quaritch, qui lutte désormais avec ses propres instincts paternels envers Spider, crée un front antagoniste complexe. Le film n'est plus seulement une lutte pour la Terre, mais un duel idéologique sur ce que signifie être Na'vi. Alors, que disent les premières critiques mondiales sur ce troisième chapitre ? Le consensus est clair, James Cameron reste le maître incontesté de la sidération visuelle. La presse salue unanimement une maîtrise technique absolue avec des environnements volcaniques d'un photoréalisme qui dépasse tout ce que le cinéma a produit en 2025. L'absence d'intelligence artificielle générative, fièrement revendiquée par Cameron, se ressent dans la subtilité des expressions faciales, particulièrement chez une Neytiri plus brisée et férale que jamais. Cependant, une certaine fatigue de Pandora commence à poindre chez certains critiques. Beaucoup pointent du doigt une structure narrative qui calque de près celle de La Voix de l'eau, la fuite vers un nouveau clan, l'apprentissage de nouvelles coutumes et une bataille finale monumentale. On reproche au film sa durée dépassant les 3h15, certains parlant d'un spectacle boursouflé, là où d'autres voient une immersion totale. La note globale s'établit autour de 68-70% sur les agrégateurs, marquant un léger recul par rapport aux opus précédents, signe que la magie de la découverte s'efface progressivement au profit d'une formule que Cameron semble désormais appliquer avec une précision presque trop chirurgicale. Great Mother, no. No, Great Mother. Please. Oh, my son. En fin de compte, Fire and Ash confirme qu'Avatar est une œuvre de contraste, un sommet de technologie au service d'un récit qui refuse de quitter les sentiers battus du mythe. On peut critiquer la simplicité des dialogues ou la répétition des enjeux, mais personne ne peut nier la puissance évocatrice de ce monde. James Cameron ne cherche pas à révolutionner l'écriture, il cherche à révolutionner l'expérience sensorielle. Que l'on soit conquis par cette nouvelle incursion dans les ténèbres de Pandora ou agacé par ses longueurs, la saga Sully continue de porter un miroir à notre propre monde. En nous montrant des Na'vi capables de haine et de trahison, Cameron nous rappelle que personne n'est à l'abri des cycles de la violence. Pandora n'est plus un paradis perdu, c'est un monde en feu, et il nous faudra attendre les prochains chapitres pour savoir si les cendres laisseront place à une nouvelle renaissance.